Bonjour, donc je suis Marlène Amaillon et j'interviens de Marseille. Je travaille dans une structure qui s'appelle le LICA, qui signifie, comme vous le voyez ici à l'écran, Laboratoire d'intelligence collective et artificielle. Et on intervient donc sur le territoire marseillais et au-delà, mais en tout cas on est implanté ici depuis 8 ans maintenant. Et donc, ce que cherche à faire le LICA, c'est aujourd'hui, sous la forme de cette raison d'être qui est écrite, là, le LICA existe pour donner l'élan, la motivation, le courage aux organisations de se réinventer, mais cela dans un cadre de confiance coopératif. Donc, ça veut dire plein de choses, cette phrase qui, pour nous, regroupe à la fois la question du contexte dans lequel on vit, c'est un monde complexe avec des problématiques aussi bien de transition environnementale, des problématiques politiques, des problématiques sociétales, euh, une difficulté des fois à se projeter vers l'avenir et comment est-ce que on arrive à la fois maintenir son activité, mais aussi donc se réinventer dans ce monde-là et sous quelles conditions. Donc nous, ce qu'on propose comme manière de faire, c'est, ou en tout cas comme cadre, c'est la coopération. Un cadre de confiance coopérative, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'incarner dans la manière dont on prend ses décisions en tant qu'organisation, et bien de manière en intelligence collective, en impliquant un maximum les personnes qui travaillent dans cette structure, que l'écosystème, les partenaires avec lesquels on collabore. Et ça, le LICA, c'est en effet euh, un, un cheval de bataille en l'incarnant depuis le début de notre histoire. Qu'au début, on était une association et aujourd'hui, on est devenu une SCOP qui porte aussi voilà, qui porte pas mal d'activités autour de l'intelligence collective et de l'intelligence artificielle. Je veux bien juste revenir sur la slide juste avant de parler du Tier Lab. Merci. Et donc l'intelligence collective, c'est à la fois le fait pour nous d'être en gouvernance partagée où les salariés sont devenus donc des associés de la SCOP. Et puis l'intelligence artificielle éthique, eh bien, est portée depuis le début par le LICA comme étant déjà depuis des années un gros enjeu et démocratique et de société et économique. Et au-delà, au tout début, de sensibiliser le grand public, pour ceux qui voulaient bien l'entendre, au sujet des risques de l'IA, eh bien aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait avec elle? Elle est présente partout. Et comment est-ce qu'on se l'approprie de la manière à ce qu'elle soit la plus alignée avec ses valeurs en tant qu'organisation? Et sur le dernier volet que vous voyez ici sur la droite, transition écologique et sociale, eh ben justement, on peut passer à la slide suivante. Parce que cette, ce volet-là, ce chapitre-là, on l'incarne aujourd'hui au travers d'un tiers-lieu qui a ouvert il y a 2 ans, qui s'appelle le Tiers Lab des transitions à Marseille, dans lequel on vivait déjà, le LICA avait ses locaux, il y avait même des personnes, des salariés qui vivaient dans cet espace qui était alors privé. Et quand on a eu la possibilité de l'acheter, c'était pas du tout prévu il y a 2 ans. Et on en a fait un lieu qui permet aujourd'hui d'être à la fois un lieu d'expérimentation sur l'éco-construction, sur la gestion des déchets, qui est du coup ouvert au grand public et qui peut venir aussi bien faire un peu de bénévolat que participer à des soirées de conférences, d'ateliers autour de tous ces sujets que sont la transition environnementale, mais aussi le numérique et voilà. Et donc, tout ça, ça nous amène à faire plein d'activités différentes. On va pas tout détailler, mais je vais me baser déjà sur ce qu'on fait en IA parce que c'est le sujet de ce matin. Donc nous, notre activité sur le sujet de l'intelligence artificielle, elle est principalement basée sur de la formation, de l'animation d'ateliers, de l'accompagnement sur du plus long terme, donc auprès du monde professionnel. Et c'est beaucoup des structures de l'ESS qui s'adressent à nous parce que on en fait partie, on a un discours qui est le même, des valeurs qui sont proches. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de mettre l'IA au service de nos projets? Et donc ça nous permet de développer une activité économique dans le cadre d'un organisme de formation et qui représente au total le chiffre d'affaires que l'on fait sur ces activités-là, c'est 50%. Et le reste, ce sont des projets qui vont être financés en consortium avec d'autres acteurs, mais par des collectivités ou même au niveau européen.
Euh, Là, du coup, on peut peut-être rentrer dans le détail de certains projets plutôt IA, avec le premier, qui est bon, alors l'offre de formation qu'on dispense, pardon, aussi bien dans nos locaux que dans les structures qui nous accueillent, où notre focus, c'est comment faire en sorte d'utiliser l'IA en lien avec ses valeurs éthiques à soi et sans se dévoyer et en faisant les bons choix. Voilà, pour le dire très rapidement. Ça passe à la fois par bien comprendre ce qu'est l'IA, ce qu'elle apporte, et là où je décide de l'utiliser ou non, dans les grandes lignes. Euh, et donc on peut passer à la slide suivante. Donc au-delà des formations que l'on fait de cette manière-là, au fil de l'eau, on a créé aussi des temps d'atelier avec des petits jeux et des supports, pareil que je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse, parce que ça nous arrive de les diffuser au grand public. Par exemple, ici, on intervenait sur la question de quel est l'impact de l'IA sur les métiers de l'administration, donc auprès d'une collectivité ici dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Et ça nous a amené à développer une matrice des compétences, d'ailleurs qu'on appelle, nous, dans nos formations, la matrice du kiff, volontairement, pour marquer un peu les esprits, dans l'idée de se dire, si vous faites l'état des lieux de ce que vous faites au quotidien ou de ce que vous faites sur une semaine entière dans votre métier à vous, regardez ce qui vous plaît le plus sans parler d'IA. Regardez ce qui vous plaît le moins. Regardez là où vous sentez que vous avez une vraie valeur ajoutée. Et au contraire, là où c'est des tâches qui sont pour vous répétitives et qui vous intéressent pas tant que ça, mais que vous n'avez pas le choix de les faire. Et c'est en vous basant sur vos besoins que vous allez réellement positionner où est-ce que l'IA pourrait vous aider. Donc cette matrice des compétences-là, finalement, elle croise mes compétences humaines, ma motivation à faire certaines missions, certaines tâches, et l'intérêt de l'IA de m'aider, soit pour lui déléguer, soit pour faire avec elle, faire mieux, faire différemment. Donc, la matrice des compétences qu'on a sortie pendant cet atelier et qu'on utilise tout le temps maintenant. Ensuite, sur le suivant, merci. Là, on est intervenu auprès de Cogeci, qui n'a rien à voir. Là, c'est une entreprise, c'est une Scope, qui travaille dans le champ du bâtiment. Et eux, étant donné que Scope, donc économie sociale et solidaire, très très digitalisé, hein, ils travaillent énormément aujourd'hui sur du logiciel. Comment est-ce que l'IA peut les aider? Est-ce que l'IA peut vraiment les aider? Et concrètement, c'est quoi les différentes fonctionnalités de l'IA? Là, c'est dans cette logique de se dire, on réfléchit d'abord à nos besoins et ensuite on voit comment l'IA peut nous aider. On a créé un jeu de cartes qui s'appelle Les possibles de l'IA et qui reprend par exemple de l'IA pour générer du texte, mais aussi de l'IA pour faire de la reconnaissance visuelle, mais aussi de l'IA pour faire des recommandations, etc. Et, mais aussi des automatisations. Voilà. L'idée là, c'est d'être un peu plus concrètement encore sur toute une chaîne de métiers qui sont entremêlés et de regarder par rapport au concret du quotidien aujourd'hui, où est-ce qu'il y aurait l'intérêt de mettre de l'IA. Donc ça, c'est un jeu de cartes qu'on a mis à disposition, pareil, du public et qui permet d'animer des ateliers pour soi-même, pour son propre métier. On peut réinventer en tout cas cet atelier pour soi. Et la suite, merci. Et ce sera le dernier projet que j'ai essayé de faire le plus représentatif de comment est-ce qu'on peut penser l'IA au service de vraiment ce qui a de la valeur et de l'impact. Nous, aujourd'hui, donc on fait de la formation, je vous en ai parlé. Mais on a aussi une personne en interne qui vient nous permettre de développer une IA au service de la biodiversité. Là, en ce moment, elle travaille en tant que développeuse IA sur un besoin identifié dans la biodiversité, c'est quid des parcs naturels. Type pour nous à Marseille, ce qui va nous parler et vous parler aussi, ce sont les calanques. Comment font-elles pour suivre dans le détail les évolutions de biodiversité à l'échelle d'un tel territoire? Et donc on a créé une application par IA qui permet d'y répondre, et pareil en consortium avec des acteurs locaux. Il reste une minute, Marlène. Parfait. Ça me permet de conclure tranquillement sur les dernières slides. Donc la suivante, je veux bien, merci. En termes de clés de succès, nous, ce qui nous a aidé beaucoup, c'est de s'allier avec des partenaires,
avec d'autres entreprises, des associations locales, même des universités, de la recherche, pour agir en complément en termes de compétences et pour répondre ensemble à des appels d'offres. Ensuite, en termes de vision de l'IA et même d'intelligence collective, concevez avec vos publics plutôt que pour eux. Pensez d'abord à leurs besoins concrets plus que ce que vous auriez envie d'apporter. Et puis enfin, en termes de positionnement, nous, on s'est rendu compte que plus on était clair, c'est-à-dire plus on assumait le fait qu'on adresse d'abord le secteur de l'ESS de manière générale, plus on arrive à convaincre ces gens-là que c'est à eux qu'on s'adresse. Au début, on voulait parler à tout le monde et on a recentré sur d'abord déjà cette cible-là. Parfait. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va passer, on prépare l'autre slide. Voilà. Partager. Voilà. Laurence et Amélie, à vous? Alors, on n'a pas encore... Oui, c'était bon. Merci Nadia. Donc, bonjour à tous. Donc, nous représentons l'association Syntaxe Erreur 2.0 qui est située à Guignon, en Saône-et-Loire. Donc, moi, je suis Amélie Fitt, la responsable du personnel. Et j'ai également en charge la gestion de certains projets au sein de l'association. Et je suis accompagnée donc, de ma collègue Laurence. Donc bonjour à tous, Laurence Candito, donc je suis animatrice du réseau régional en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Réseau Ordi 3E sur les équipements électriques et électroniques. Donc, Syntaxe Erreur 2.0, donc c'est une association de loi 1901 qui a été créée dans les années 80. Donc, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire et qui a pour but notamment donc, de lutter contre la fracture numérique pour tous les publics. Et ces services et activités s'articulent autour de quatre pôles. Voilà, merci Nadia. Donc, le premier pôle qui est le pôle Ordi 3.0 où on va proposer de la collecte, du reconditionnement, de la réparation et de la vente de matériel numérique. Un deuxième pôle qui est le pôle formation aux usages du numérique. Notre pôle Fab Lab, donc à la découverte de certaines nouvelles technologies de maintenant. Et notre Repair Café, Repair Couture, donc lié à la réparation de petits appareils électroménagers et de textiles. Voilà. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Laurence qui va vous expliquer un peu plus en détail sa mission. Alors, merci Nadia. Alors, le réseau Ordi 3E, comme vous l'a dit en fait Amélie, c'est en fait une déclinaison au niveau régional de ce qui se fait au niveau local. Donc, c'est en fait des structures qui vont à la fois proposer de la collecte de matériel numérique, mais également du reconditionnement et une redistribution. Donc, pour cela, on est labellisé, on est sous le label en fait Ordi 3.0 qui est un label national de reconditionnement. À l'heure actuelle, au niveau de la région, on a 8 structures qui sont labellisées et une dizaine qu'on accompagne sur les 8 départements qui sont justement dans ce parcours de labellisation pour répondre aux normes de process, pour avoir les outils, mais également le local adéquat pour pouvoir répondre correctement à l'offre de service. Donc le but du réseau, en fait, vous l'aurez compris, c'est de structurer la filière au niveau régional et de pouvoir proposer, que ce soit des particuliers, des associations et des collectivités et des entreprises, une offre pour la collecte, le reconditionnement, la redistribution. On a un volet social où on applique un tarif préférentiel aussi pour les personnes en situation précaire. La démarche a été initiée en 2021. C'est la région qui a souhaité lancer le projet de création de réseau. Donc, il y a une vraie volonté derrière de la région, en tout cas, de créer un écosystème autour du numérique. Et ça a été donc en 2021, il y avait la région, l'ADEME et le secrétariat général des affaires régionales qui finançaient, plus une participation de l'association Syntaxe Erreur 2.0 qui a porté le projet.
Aujourd'hui, le réseau est financé à 100% par la région et l'ADEME. Donc, au niveau donc du coup dans le cadre, en tout cas des actions marquantes, je vous parlerai du marché public qui a été lancé par la région pour la collecte et le reconditionnement de tous les lycéens, également des sièges de la région. Et donc, on a été attributaire de ce marché depuis fin septembre, donc c'est tout récent. Et donc, on va avoir à charge donc la collecte et le reconditionnement dans les 135 lycées. Donc vraiment, derrière tout ça, il y avait à la fois la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, connue sous le nom de la loi AGEC, qui demande justement aux collectivités d'acheter, alors cette année c'était 20%, ça va passer à 30%, 30% au moins de leur montant annuel d'achat en matière réemployée ou recyclée, pour tous les domaines, tous les secteurs d'activité, dont le numérique. Donc il y avait une obligation à la fois réglementaire, une vraie volonté, et donc du coup, on est les premières, a priori, on est la première région à tester ce modèle-là. Il existait des plateformes d'achat sur d'autres régions, mais en tout cas, sur le marché public, on est les premiers à tester. Au niveau des trois clés de succès, je pourrais citer la montée en compétences, le fait de se rencontrer entre reconditionneurs, structures de l'ESS, on a des associations, on a des chantiers, des structures d'insertion, pardon, collectivités au sein du réseau. Il y a un mélange qui fait que on peut échanger nos pratiques et monter en compétences. La deuxième clé du succès, c'est l'aspect en fait suppression des données, où là on peut délivrer des certificats qui sont essentiels pour les grosses entreprises et les collectivités. Et la persévérance, ça fait 2 ans qu'on est en discussion aussi avec les régions pour monter un projet tel que le marché public. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal d'échanges au préalable. Et voilà. Donc moi, à mon tour, je vais vous présenter un autre de nos projets qui est plus lié à l'accompagnement des usagers. Donc c'est accompagner l'inclusion numérique des seniors, donc à travers des permanences multimodales qui ont été mises en place dans 8 villes au village de notre territoire. Et donc c'est un projet qui a été en partie financé par AG2R La Mondiale, donc dans le cadre d'un appel à projet national. Voilà. Donc un des objectifs de ce projet, c'était que chaque senior, lors de ses permanences, pouvait trouver une réponse ou un début de réponse lié à une difficulté ou à un questionnement par rapport à son quotidien digital. Voilà, pour ne pas mener à des situations de blocage, voilà, ou alors des situations de renoncement total liées à l'outil numérique. Et donc des situations que l'on peut retrouver, nous, dans nos pratiques et dans nos divers ateliers. Voilà. Et donc concrètement, lors de ces permanences multimodales, chaque senior pouvait apporter son matériel numérique défectueux, donc que ce soit un ordinateur, une tablette, un smartphone. Et le but était de trouver ensemble une solution. Donc le mot ensemble est important puisqu'en fait, il s'agissait que le technicien apportait son savoir-faire et ses connaissances au senior pour l'aider à comprendre la panne et pouvoir avec lui montrer comment le réparer. Donc c'était un atelier de collaboratif de co-réparation et on apportait également un service si toutefois l'offre de service n'était pas sur le territoire, lié à la prise en main aussi et à l'usage de ces outils. Donc, et tout cet atelier s'est fait dans une démarche vraiment conviviale et ludique, et aussi dans une atmosphère sécurisante pour les usagers, donc notamment ce public senior. Donc, si on devait nous retenir ou identifier certaines clés du succès, on noterait notamment l'itinérance, le fait d'aller vers au plus près des usagers. Nous, on a un territoire qui est essentiellement rural, donc l'itinérance est essentielle, surtout dans nos activités. Le fait aussi de cibler vraiment l'autonomie des seniors
et de ne pas passer directement par le je fais à la place de, mais je vais vous montrer comment vous pouvez faire, je vais vous accompagner et surtout vous en êtes capable. Voilà, pour essayer d'enlever au maximum, du moins, cette appréhension liée à l'outil numérique. Il reste Et une minute, Amélie, oui, excusez-moi. merci. Et puis donc pour terminer justement, si on pouvait apporter un conseil, ça serait le fait de vraiment travailler en partenariat avec l'offre existante sur le territoire. On s'est vraiment appuyé sur ce qui existait. Le but n'était pas de venir en concurrence, mais d'apporter vraiment une complémentarité à l'offre qui existait pour que les usagers puissent s'y trouver au plus près de chez eux, vraiment des activités diverses liées au numérique et qui puissent trouver à la fois une réponse rapide quand ils ont une difficulté ou un problème. Voilà. Très bien. Merci. Oups. Merci à vous.